Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode numéro 49 aujourd'hui. On approche de la demi-centaine d'épisodes, complètement fou. Et pour l'épisode 49 aujourd'hui, je parle de douance, un sujet qui est extrêmement fascinant. J'ai reçu deux étudiantes au doctorat, en fait deux doctorantes en psychologie, Catherine Simon-Paquet et Juliette François-Sébigny, qui étudient entre autres la douance, fait partie des recherches qu'elles font. Et voilà, on a parlé de tout d'abord qu'est-ce que c'est la douance, on a parlé de définition, qui est prédisposé à avoir ça ou chez qui on retrouve ça un peu plus. On a également parlé du diagnostic de double exceptionnalité, ou pas du diagnostic, là, mais du terme double exceptionnalité, de ce que ça entoure. Et on a parlé beaucoup de quotient intellectuel, d'intelligence, comment on mesure ça, l'intelligence émotionnelle, est-ce que ça existe, est-ce que ça existe pas, qu'est-ce qu'il y en est. Et voilà, on a également parlé d'enjeux qui sont souvent autour de la douance, donc entre autres l'hypersensibilité puis l'anxiété qui sont des enjeux en lien avec ce sujet-là. Fait que vraiment un sujet passionnant, j'ai appris beaucoup de choses, c'est complètement hors de mon champ d'expertise. Fait que j'espère que vous allez apprécier la conversation. Et voilà. Sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode numéro 49 sur la douance avec Catherine Simon-Paquet et Juliette François-Sévigny. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais avec le code Goujon15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast. Bon, alors on est parti. Comment ça va ce matin? Très bien. Toi? Merci, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue à Parle-moi de santé. Fait que épisode à 3, j'ai commencé à en faire quelques-uns dernièrement. Je pense que c'est le troisième, quatrième épisode à 3. J'aime beaucoup la formule, puis vous avez des expertises qui se complètent très bien pour le sujet d'aujourd'hui. On va parler de douance, entre autres, et de toutes les choses, le fun qui s'y rattachent. Donc, faisons un tour de table pour vous présenter, juste pour comprendre l'expertise que vous amenez autour de la table, autour de la discussion aujourd'hui. Juliette, tu voulais commencer? Oui, donc je me présente, Juliette François-Sébigny. Je suis étudiante au doctorat en psychologie de l'enfant, de l'adolescent et des parents, donc à l'Université de Sherbrooke. Et moi, dans le fond, je fais ma thèse doctorale sur le stress parental des parents d'enfants qui ont une douance et un TDAH particulièrement. Puis je m'intéresse également à leur sentiment d'efficacité parentale. Donc, c'est un peu vraiment je jongle avec la douance depuis déjà presque 3 ans, je dois dire, avec tout ça. Donc, voilà. Puis, j'ai fait également un peu de clinique présentement dans mon parcours. Donc, je rencontre également plusieurs enfants et parents d'enfants doués. C'est-tu le parcours double, genre recherche et clinique? Exactement. Ouais. Donc, j'aspire devenir une chercheuse et une psychologue. Donc, dans quelques années, là, ça devrait être officiel. Chercheuse clinicienne. Écoute, pas dans l'affaire. Cool. Ouais. Catherine. Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Catherine. Plaisir. Je suis aussi étudiante au doctorat, mais à l'Université du Québec à Montréal. Puis moi, je fais un doctorat en recherche. Je m'intéresse principalement aux relations parents-enfants et aussi au parcours scolaire. Donc, je m'intéresse à la douance surtout pour faire de la vulgarisation scientifique et je suis également chargée de cours. Puis, je pense que la première bonne question, ce serait qu'est-ce que c'est la douance? Puis, tu sais, on parlait tantôt, juste avant qu'on enregistre, de diagnostic versus pas diagnostic. Fait que vous donnerez les nuances pour que tout le monde puisse comprendre un peu dès le début c'est quoi. Fait que je sais pas qui veut commencer, mais si on part avec la base, qu'est-ce qu'on entend par douance? Puis qu'est-ce qu'on sait maintenant avec les recherches actuelles? Je vais commencer, puis tu pourras compléter au besoin. Donc, quand on parle de douance en général, on parle vraiment d'une personne, finalement, qui a des aptitudes très élevées dans un domaine précis. Donc, ça peut être une douance musicale, une douance sportive. Par contre, nous, on s'intéresse particulièrement à la douance intellectuelle. Pourquoi? Parce que ça fait partie, la douance intellectuelle fait partie des seules douances qu'on peut mesurer à partir de tests validé scientifiquement parlant. Donc, puis à savoir aussi, tu sais, comment... parce qu'effectivement, qu'il y a plusieurs personnes qui se questionnent « Ah, est-ce que ça existe la douance musicale? » Puis certainement que ça existe la douance musicale, mais présentement, on n'a pas nécessairement de manière, là, on va dire, validée scientifiquement pour
vraiment la repérer. Donc, en recherche, souvent, c'est pour cette raison-là que quand on parle de douance, c'est vraiment plus de douance intellectuelle. Donc, c'est pour ça qu'on vous met en garde que pour le reste de l'épisode, nous, on parle de douance intellectuelle. Donc, c'est une bonne nuance, ça. J'ai même pas pensé. Parce que c'est vrai qu'on parle des gens. Tu sais, il est doué au hockey. Là. Oui, on utilise le terme un peu comme un adjectif. Là. Exactement. Puis quand on parle de douance intellectuelle, ben là, même encore à ce jour, les chercheurs et chercheuses ne s'entendent pas sur une seule et même définition. Ouais. Donc là, ça devient encore plus chaotique, tout ça. Mais il y a certains chercheurs qui vont dire, bon, la douance, c'est un peu comme le reflet un peu du QI, du quotient intellectuel. Donc, ces chercheurs-là vont dire, une personne qui a une douance, c'est une personne qui a un QI souvent égal ou supérieur à 130. Donc là, on parle d'environ 2,5% de la population. Par contre, avec cette méthode-là de faire, on tend souvent à sous-identifier certains groupes, notamment les filles, puis à savoir aussi, comme ça demande une évaluation, puis on va se dire au Québec, une évaluation pour la douance, tu peux la tester au public, là, mais je ne sais pas à quel point, en tout cas, je pense... Les listes d'attente et compagnie. Là. Exactement, puis autrement, au privé, on parle vraiment que c'est très coûteux, donc à savoir également que, est-ce qu'on a besoin exactement d'une évaluation pour vraiment pouvoir... combler les besoins des personnes qui auraient des caractéristiques propres à la douance. Puis c'est un peu l'approche aussi que, Catherine, je pense que tu prends beaucoup en éducation, parce que je pense que tu as un doctorat en psychologie de l'éducation, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu veux nous en parler un peu, genre justement, qu'est-ce qu'un peu la mentalité là, dans le courant d'éducation en ce qui concerne la douance? Mais en éducation, c'est un petit peu différent au sens où on va pas juste regarder le QI comme c'est fait, par exemple, dans des études plus en neurosciences. Ouais. Souvent, on va utiliser un modèle théorique qui est un petit peu différent. Je sais qu'au Québec, un modèle qui est très parlant, c'est celui de François Gagné. Et donc, dans ce modèle-là, on prend la douance comme étant des aptitudes innées, puis on prend plus 10% de la population plutôt que le 2% qui serait défini par le QI. Donc, c'est des critères qui sont beaucoup plus larges. Puis, dans le modèle de François Gagné, ce qui est intéressant, c'est qu'on postule qu'il y a la douance au départ, donc les aptitudes, on est avec, mais ensuite, il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que la douance va s'actualiser et devenir un talent. Puis ça peut être dans différents domaines. Nous, on s'intéresse au domaine intellectuel, mais par exemple, en sport ou en musique, c'est ça aussi. On postule qu'il y a des gens qui naissent avec un certain potentiel, donc on peut penser à la génétique. Je sais pas si, par exemple, l'enfant naît avec un don en musique et puis qu'il y a une génétique qui lui permet d'être super bon là-dedans. Mais il faut quand même qu'il y ait plusieurs facteurs qui soient là pour que l'enfant devienne un super musicien prodige. Par exemple, il faut qu'il soit motivé à faire de la musique, il faut qu'il aime ça. Il faut qu'il y ait, par exemple, des coachs ou des professeurs de musique qui sont excellents. Il doit avoir la chance aussi, mais c'est la même chose pour la douance intellectuelle. Fait que c'est pas aussi simple que juste un aspect de QI, dans le sens qu'il y a d'autres facteurs environnementaux puis contextuels qui peuvent faire... Le potentiel peut être là, mais ce qui fait développer le potentiel ou permet à la personne de développer ce talent-là, c'est pas juste l'aspect de QI. Là. Il y a des facteurs environnementaux aussi. Oui, puis le QI, c'est pas un chiffre, dans le sens où on est avec un potentiel intellectuel qui est variable. Et donc, on a comme un potentiel qui peut émerger, se transformer en un QI quelconque, dans le sens où un enfant naît avec des prédispositions génétiques. Puis si, mettons, son parent le stimule beaucoup, lui apprend plein de choses, lui donne beaucoup d'occasions d'apprentissage, par exemple des activités éducatives, la lecture, mais c'est certain que cet enfant-là va développer des habiletés, des compétences de par la stimulation parentale. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui font en sorte que le QI va être le plus haut, mettons, que ce que l'enfant peut atteindre ou pas. S'il est dans des conditions qui sont vraiment difficiles, ça se peut qu'il ne s'actualise pas. Fait que la seule chose qu'on a en ce moment comme critère, mettons, si on parle de consensus scientifique ou de consensus entre guillemets, c'est vraiment en lien avec le QI. C'est comme la seule chose qui doit absolument être présente comme critère si on parle de haut potentiel intellectuel. Bien, surtout dans les recherches, je dirais ici, puisque présentement, dans les recherches, quand on fait des recherches sur la douance, on va rechercher des personnes qui ont une douance, puis souvent, ça va être les critères, ça va être à partir du QI. Ouais. Effectivement. Par contre, là, dans mon projet de recherche, de ma thèse, je m'insère dans un grand projet de recherche, puis oui, on considère le QI, mais on fait une grosse évaluation,
finalement avec la diade par enfant, puis on va aller voir finalement certaines caractéristiques également qui sont fréquemment observées chez les personnes douées. Par exemple, que ce soit, comme on a mentionné tout à l'heure, la motivation de l'enfant, son engagement, sa curiosité, est-ce que mais son rythme d'apprentissage. Puis généralement, une personne qui a une douance intellectuelle a un rythme d'apprentissage supérieur à la moyenne. Donc, on va aller aussi un peu voir, oui, il y a le QI, mais on va aller voir avec d'autres indices, d'autres caractéristiques afin de comprendre finalement cet enfant-là, l'individu, autrement, là, dans sa totalité. Donc, oui, il y a le QI, mais il reste qu'on ne peut pas se réduire au QI. Donc, on devrait plus le prendre à titre d'indice que vraiment que ça exactement. Il y a aussi d'autres modèles, c'est ça. Là, j'ai parlé d'un modèle de François Gagné où il y avait le 10%. Donc, lui, c'est sûr qu'il prend un seuil de QI qui est plus faible. Si on inclut 10%, on vient à, comme, mettons, 120 au lieu de 130 pour le seuil de QI. Puis aussi, en éducation, un modèle qu'on appelle des 3 anneaux, où là, la personne doit être très engagée envers les différentes tâches, doit avoir beaucoup de créativité et aussi avoir des aptitudes au-dessus de la moyenne, mais pas nécessairement un QI de 130. Fait que ça dépend un petit peu. Là, les gens s'entendent pas tout à fait, mais il y a quand même des études scientifiques qui se basent pas nécessairement sur le QI, mais sur ces modèles-là où ils vont étudier d'autres choses là, pour définir la nuance. Fait que c'est pour ça que c'est tellement compliqué, finalement. Fait que le QI, la moyenne de QI, de ce que je comprends, c'est 100, c'est ça? Ouais. Dans la population en général. Comment on définit le QI, puis comment ça se mesure, ces affaires-là? Oui. Le QI, en fait, c'est un indice qui, quantifie et plutôt qualifie le fonctionnement intellectuel d'une personne, c'est-à-dire la manière qu'elle va raisonner. On va utiliser, généralement, une des échelles qui est le plus utilisée pour mesurer le QI, on parle des échelles d'intelligence Wechsler. Donc, on va aller mesurer 5 aptitudes principales. Donc, par exemple, la compréhension verbale. Je te donne un exemple. Si je te dis, Alexis, dis-moi, qu'est-ce qu'en commun 2 et 3? Ce sont des chiffres. Oui, bonne réponse. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est vraiment, tu sais, avec la compréhension verbale, on vient d'aller voir un peu, OK, oui, au niveau verbal, le raisonnement, mais également les capacités d'abstraction. Là, de faire, 3 et chiffres, 3 et... OK, j'ai dit 2 et 3. Qu'est-ce qu'en commun? Fait que là, c'est la mémoire, ça? Oui, on s'en vient, parce qu'effectivement, qu'il y a la mémoire de travail aussi. Tu sais, à savoir, la mémoire de travail, c'est par exemple, on lit un livre, puis là, on lit une page, puis là, OK, c'est la mémoire de travail qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on lisait au début pour bien suivre par la suite. Fait qu'on mesure ça également, tout ce qui est au niveau visio-spatial. Également, le raisonnement fluide. Quand j'arrête pas de parler de raisonnement, mais c'est un peu ça, de la manière comment elle va trouver des solutions à différents problèmes. Puis la vitesse de traitement de l'information. Donc, on parle de ces 5 aptitudes-là qu'ensemble vont faire un indice global, qui est le QI. Mais là, il y a certaines personnes qui ont ces indices-là que j'ai parlé. Parfois, il y en a qui sont très élevés, parfois, il y en a qui sont très basses. Il y en a d'autres, des personnes que ça va être un peu plus homogène. Donc, on va vraiment venir voir le fonctionnement intellectuel de la personne, comment elle va venir raisonner en général. Est-ce que les 5 échelles ont la même pondérance en termes de ce que ça vaut pour définir le QI en termes de chiffres? Je pense que oui, mais là, je voudrais pas parler à travers mon chapeau. Là, je pense que oui, donc à vérifier. OK, parfait. As-tu quelque chose à compléter sur le QI? Mais je t'ai très bien expliqué ça. Je pense que, conceptuellement parlant, on pense que c'est un concept un peu plus global qui va expliquer toutes ces choses-là qu'on mesure. Donc, on essaie de mesurer différentes fonctions du cerveau pour mieux comprendre comment, globalement, le cerveau va réfléchir. Ouais. Parce que je sais que c'est une critique qui est souvent donnée, là, que l'intelligence qu'on mesure, c'est un type d'intelligence, mais en réalité, nous, comme les scientifiques, on pense que l'intelligence, c'est quelque chose qui est plus global. T'sais. Donc, on doit avoir beaucoup d'outils pour mesurer ça. Puis quand les neuropsychologues ou les psychologues, par exemple, les psychologues scolaires vont faire beaucoup d'évaluations comme ça, ils vont regarder les différents tests là, psychométriques, mais aussi les manifestations comportementales, vont souvent demander des informations aux parents, aux enseignantes, vont essayer d'avoir comme un portrait global de l'enfant pour ensuite avoir une meilleure idée justement de l'intelligence qui est la capacité à raisonner. Là. Ouais. Fait que grosso modo, la seule mesure objective qu'on a à ce jour de ce qu'on appelle l'intelligence, c'est le QI. Si on parle de l'intelligence en général. C'est ça que je dois comprendre? Mais c'est la plus complète, du moins, parce qu'il existe d'autres échelles. Par exemple, en autisme, quand les personnes ont de la difficulté avec les tâches verbales, justement, comme les mots et tout ça, on va utiliser des indices qu'on dit non-verbaux. Donc, qui sont plus, par exemple, des matrices là, où on doit compléter
c'est une image qui manque une pièce, là. Ouais. Puis, concrètement, si on veut tester le QI de quelqu'un, comment on fait, puis combien de temps ça prend? Parce que il y a plein de gens qui vont dire j'ai fait un test de QI en ligne, là, puis fait que qu'est-ce qui est. C'est quoi qui a à démystifier là-dedans? Ben, effectivement, un test de QI en ligne, ça peut être bien amusant à faire. Par contre, non, c'est pas... C'est incomplet. Oui, exactement. Donc, c'est tout le temps le fun. On peut niaiser. Moi, je me rappelle que j'en ai fait quand j'étais plus jeune, de voir, oh mon Dieu, j'ai combien de QI? Mais non, réellement, c'est... d'aller voir une personne, un professionnel de la santé qui est qualifié pour le faire parce que c'est important pour avoir... Parce que oui, ils vont faire une évaluation intellectuelle, mais ils vont également prendre en considération tout ça, ce chiffre-là. Parce que ça se peut qu'une journée, tu n'as pas dormi la veille, tu es vraiment stressé. Par exemple, tu es une personne qui fait de l'anxiété de performance, puis là, ton résultat, est-ce qu'il est vraiment représentatif de tes potentialités? Peut-être pas. Bref, là, la question, c'est comment on évalue ça. Ouais, c'est qui évalue ça? Psychologue, neuropsychologue. Ben, il n'y a pas d'acte réservé, hein. C'est ça la patente, mais il reste que... Effectivement, nous, ce qu'on suggère, c'est vraiment d'aller voir. Les personnes les mieux formées, psychologues, neuropsychologues. Exactement. Puis, en fait, c'est environ, là, je dirais 2 heures. Puis l'affaire, c'est que plus, dans le fond, tu te rends loin dans les tâches, plus ça va prendre de temps. Donc, moi, c'est environ 2 heures, là, finalement, ça. Ça se fait souvent en 2 séances. Puis, justement, comme je disais tout à l'heure, ça va venir mesurer ces 5 aptitudes-là. Donc, qui comprend finalement des indices verbaux, des tâches qui vont être verbales, d'autres non-verbales, puis d'autres vont mesurer la mémoire de travail puis la vitesse. Y a-tu des trucs comme écrits comme un examen ou c'est tout questions-réponses de façon entrevue? Ça dépend. Il va y avoir des questions-réponses, effectivement. Comme tantôt, j'ai fait un exemple. Mais autrement, on va parfois te montrer des images, on va te poser des questions avec des images, de les placer. On va même te demander de jouer avec des blocs, de les placer en fonction d'une certaine manière dans un temps le plus vite que tu peux. Donc, c'est vraiment différentes tâches, mais généralement, tu es assis à une table, puis tu réponds à des questions, tu fais avec des trucs avec des manuels, donc c'est pas... T'as pas de crayon nécessairement. Oui, quoi que oui. Ça a l'air le fun de faire ça. Oui, généralement, les personnes, notamment les personnes qui ont une douance, aiment bien ça, parce que c'est stimulant. On aime faire ce dont on est bon. Oui, effectivement. Le sentiment de compétence là-dedans, il est bien important. Il est pas pire. J'avais un point là-dessus. Ah oui, grosso modo, là, psychologue, neuropsychologue, c'est quoi les grandes lignes de différence entre ces deux professions-là? Souvent, en fait, il y a des personnes qui ont les 2 accréditations. Donc, il y a beaucoup de neuropsychologues qui sont également psychologues. En neuropsychologie, les personnes vont se spécialiser vraiment dans le fonctionnement cognitif et donc plus les détails de comment le cerveau fonctionne. Donc, justement, Juliette mentionnait que pour mesurer l'intelligence, il y a différents aspects, mais il y a aussi d'autres capacités cognitives là, qui sont étudiées. Donc, en neuropsy, on va aller voir vraiment en détail toutes ces choses-là, la structure cérébrale, le fonctionnement cérébral, comme, mettons, les neurones dans le cerveau, comment elles sont associées entre eux, puis les réseaux neuronaux, toutes ces choses-là. Tandis qu'en psychologie clinique, je crois que il y a un aspect qui est beaucoup plus interpersonnel, affectif, aussi le développement de la personne, son actualisation de son potentiel. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup, par exemple, à la psychologie positive. Donc, on regarde comment cette personne-là, dans son milieu, peut s'épanouir. Je pense que c'est l'orientation qui est un petit peu différente. Là. Tu sais, les psychologues cliniciens, il y en a beaucoup qui vont faire de la psychothérapie. Et donc, là, c'est vraiment pas non plus les mêmes... comment je pourrais dire ça? En psychothérapie, on voit la personne longtemps, tu sais, puis sur plusieurs séances. Par exemple, on peut le voir la personne 20 fois, chaque semaine pendant 1 an, pendant 2 ans. Tandis qu'en neuropsychologie, c'est beaucoup plus court. Là. Souvent, justement, il y a une évaluation qui va être faite sur 2 heures, 3 heures, 4 heures, peut-être. Un rôle comme de consultant temporaire. C'est ça, c'est très... beaucoup plus court. Donc, on va évaluer les fonctions cognitives, puis on va faire un bilan. Donc, c'est ça. Je pense que c'est comme dans la façon de travailler, puis dans la perspective du cerveau, que ça va être un petit peu différent, là. Exactement. Puis, bien que les neuropsychologues fassent aussi une évaluation, quand on fait une évaluation globale, on fait également une évaluation affective, donc tout ce qui est... parce que, par exemple, je donne un exemple, là, souvent on va voir un enfant qui présente des symptômes de TDAH. Donc, c'est-à-dire, il est full excité, il parle partout, tu sais, comme, il a de l'air de ne pas se contenir, mais est-ce que c'est réellement un TDAH plus que, papa et maman se séparent présentement, puis l'enfant va réagir à ça. C'est-à-dire, on va donner beaucoup d'importance, les neuropsychologues également, mais le psychologue va davantage s'orienter vers l'évaluation affective. Oui, je comprends. Donc, ce que j'en conclus aussi à date dans ce qui est autour du
la définition de la douance, c'est que c'est pas un diagnostic officiel qui existe en termes de, quand on parle du DSM, des troubles de santé mentale, c'est pas quelque chose qui existe dans ce livre-là. Là. Non, exactement. En fait, la douance intellectuelle n'est pas un trouble de santé mentale. Ouais. Le pourquoi qui ne se retrouve pas dans le fameux DSM. Donc, puis à savoir, vu que c'est pas un trouble de santé mentale, est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est au contraire? Ce n'est pas, comment on dit ça, l'inverse. C'est un avantage ou un désavantage? Un désavantage, exactement. Bon, on embarque là-dedans. Je voulais peut-être dire, je voulais juste ajouter avant qu'on embarque là-dedans, en faisant la distinction entre neuropsychologue et psychologue, je voulais quand même clarifier qu'il y a des psychologues qui font des évaluations, parce que c'est important. Puis justement, si on parle d'enfants, il y a des psychologues scolaires dans les milieux qui sont très aptes à évaluer la douance et qui sont peut-être les mieux placés puisqu'ils sont dans le milieu de l'enfant. Ouais. Donc, ils ont accès à l'enfant dans sa classe, peuvent aller observer, peuvent questionner les profs. Je pense que c'est comme quelque chose que j'ai un petit peu négligé là, dans les dernières années de parler des psychologues scolaires. C'est ça, il y a beaucoup de psychologues qui font aussi l'évaluation là, de la douance. Ils ont la réalité terrain des enfants dans leur milieu d'apprentissage aussi, ce qui est très intéressant. Mais oui, quand ils travaillent dans les écoles, c'est vraiment les mieux placés. Là. Fait que les avantages versus... Est-ce que, si tu as vu comme un avantage, si tu as vu comme un désavantage, possiblement que des fois, ça peut être un bonus, puis des fois, ça peut être une béquille, dépendamment de... Tu sais, il y a peut-être un lien à faire aussi avec les comorbidités ou les conditions associées, souvent. Là, fait qu'on peut rentrer là-dedans, puis... Ouais. Parce que j'imagine, il y a plusieurs mythes qui circulent sur la douance, comme par exemple, il y a certains, je me rappelle, bref, il y a un livre en librairie là, qu'on voit, là, est-ce qu'on est trop intelligent pour être heureux? Donc, est-ce que c'est vrai que les personnes douées sont condamnées à être malheureuses? Est-ce qu'elles sont plus anxieuses? Il y a plusieurs mythes quand même qui circulent à travers ça, puis bien évidemment, certains livres comme est-ce que nous sommes trop intelligents pour être heureux? Bref, c'est sûr que ça vient un peu renforcer ces mythes-là, mais présentement, ce que la recherche nous montre, quoi qu'elle est, je dirais ce que émergente. Oui, émergente, c'est ça, exactement. Ça fait pas longtemps qu'on étudie ça, dans ce sens-là, ou... Ben, au Québec, particulièrement, okay. Je sais qu'on accuse un retard quand même important. Il reste qu'il y a des études qui se font notamment là, aux États-Unis, puis en Europe, en France, Pays-Bas, bref, qu'il y a plusieurs études quand même, mais il reste que ça prend davantage d'études pour vraiment avoir un portrait très clair, parce qu'il y a plusieurs, on pourra en parler tout à l'heure, mais même dans les études, il y a certains biais qui nous permettent pas nécessairement d'avoir un portrait vraiment global de ce qui se passe. Puis là, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Les désavantages, les avantages. Oui, c'est ça. Donc, présentement, dans le fond, ce que la recherche nous montre, c'est que... Ah oui, c'est ça. Les gens qui sont moins heureux, s'ils sont doués, sont-ils moins heureux pour vrai? C'est ça. Présentement, ce que la recherche nous montre, c'est que bien, les personnes douées vont généralement bien, mais par contre, il y a certains... les personnes douées qui ne vont moins bien, c'est souvent celles, par exemple, qui vont avoir un trouble associé quand on parle de double exceptionnalité, par exemple, que ce soit un TDAH, de l'autisme, un trouble d'apprentissage. Donc là, il y a certaines difficultés qui vont venir... qui découlent justement du trouble. Et également, les personnes, par exemple, que leur environnement là, n'est pas en adéquation avec ça et que là, ça peut devenir quelque chose de souffrance, cette douance-là. Oui. Tu as dit quelque chose qui a accroché mon intérêt. Comment on explique la dualité entre la présence d'une douance puis d'un trouble d'apprentissage? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que, dans le fond, est-ce que le fait d'avoir un trouble d'apprentissage, est-ce que c'est prédicteur d'avoir un moins haut potentiel intellectuel ou justement non? Ah! Ben, c'est intéressant, ça. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Oui, ça, c'est une... Ah, j'aime ça, cette question-là. Parce que souvent, effectivement, que... Mettons, quand on parle du TDAH, là, parfois, parfois, il y a certaines croyances que, est-ce que ça veut dire d'avoir un TDAH, par exemple, qu'on a un QI moins élevé, qu'on est moins intelligent? Ouais. Mais non. Non. Pas du tout. En fait, dans les critères DSM, ça n'a pas, tu sais, comme pour le TDAH, par exemple, il n'y a pas le critère avoir une intelligence... inférieure à la moyenne. Pas du tout. Ça n'a pas rapport avec ça. C'est simplement que... c'est pour ça qu'on parle de double exceptionnalité. Quand on parlait, par exemple, la douance, c'est quand même une exception. Hein. Mettons, si on prend le chiffre du 2,5% de la population, on s'entend, c'est une exception. Puis là, de ce 2,5%-là, par exemple, 3 à 9% vont avoir un TDAH. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une double exception. Mais effectivement, que leur QI va avoir certains indices, par exemple, qui ont un TDAH qui va être inférieur, alors que d'autres qui vont être très supérieurs, mais qui vont être affectés par le trouble. Ouais. Donc, c'est là qu'il faut, justement, le clinicien va faire « là, je me rends compte que la mémoire de travail de cette personne-là est vraiment affectée, mais que là, telle compétence est super élevée. Puis là, c'est on va aller investiguer au niveau du TDAH, puis c'est souvent là qu'on va aller voir, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche qui peut expliquer certaines
certaine détresse que la personne pouvait vivre là, finalement avec ça. Puis c'est très difficile, là, soit dit en passant, l'évaluation de cette double condition-là, que ce soit avec l'autisme, que ce soit avec un trouble d'apprentissage, parce que la douance, parfois, va venir camoufler ça. Enfin, ben là, voyons donc, elle fonctionne bien, elle a des bonnes notes. Ouais, ben tu peux avoir des bonnes notes, puis quand même avoir là, un trouble associé. Ouais. Fait qu'une des potentielles béquilles à être doué, c'est des fois avoir cette double exceptionnalité-là qui peut être un enjeu, qui pourrait avoir un lien avec certaines difficultés d'apprentissage ou même, j'imagine, certaines interactions sociales et tout ça. Mm-hmm. Parce que là, je parle beaucoup du TDAH, là, parce que moi, toi, c'est un lien ça. avec ton sujet de recherche. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, au niveau je pense, Catherine, tu connais un peu plus sur l'autisme, mais bref, peut-être qu'on n'embarquera pas nécessairement dans toutes les autres conditions, là, mais reste au niveau du TDAH, souvent, la recherche, qu'est-ce qu'elle montre, c'est que les jeunes, moi, je pense que je fais ça auprès des jeunes, là, mais elles vont avoir un sentiment de bonheur inférieur aux personnes aux enfants qui ont seulement une douance, un estime de soi plus faible, des problèmes relationnels, puis également au niveau là, de l'anxiété. Donc, il reste que tout de même, quand tu fais une comparaison, tu vois que le TDAH a quand même une certaine implication au niveau de symptômes qui sont moins joyeux à vivre. Là. Qu'est-ce que ça dit pour les gens qui ont plus un trouble du spectre de l'autisme en lien avec leur douance? J'irai pas dans les détails parce que l'autisme, c'est vraiment un sujet super intéressant en soi, mais très complexe. Là, le spectre de l'autisme, c'est parce qu'il y a tellement de différences entre les personnes autistes qu'on peut pas faire comme des grandes généralisations. Mais je vais dire effectivement que ça peut coexister, qu'il y a des personnes autistes qui ont un très haut potentiel. Donc, je pense que ça apporte ces défis d'avoir les deux en même temps. Probablement justement au niveau social, puis aussi d'autres défis. Mais même chez les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel sans double exceptionnalité, je pense que ça dépend, c'est ça, de l'environnement, comme Juliette disait. Puis les études, en fait, ils ont souvent des biais d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va recruter des personnes, par exemple, dans des sociétés comme Mensa, où c'est des gens qui ont des QI de 140 et plus, ou... comment on fait, en fait, c'est difficile de recruter des personnes avec un haut potentiel intellectuel. Puis, par exemple, au Québec, on n'a pas nécessairement les ressources pour faire du recrutement pour une étude, puis faire une évaluation complète du quotient intellectuel. Pour déterminer si on l'inclut dans l'étude, par Exactement. exemple. C'est ça. Puis, en plus, si on postule que c'est 2,3-2,5% de la population qui a un haut potentiel intellectuel, il faudrait tester 100 personnes pour avoir 2 participants. Ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Donc, on trouve ça super intéressant, évidemment, la recherche scientifique, mais il faut quand même garder notre esprit critique au niveau, c'est ça, des biais d'échantillonnage. Il y a des études qui ont montré que les personnes qui avaient un haut potentiel intellectuel, parfois se sentaient plus en décalage avec les autres ou avaient un moins haut niveau de satisfaction de vie. Mais c'est ça. Est-ce que c'est parce que ce sont des échantillons particuliers et qu'il y a... plein de personnes, mettons, avec un haut potentiel qui savent pas nécessairement qu'ils sont haut potentiel dans la vie et qui se développent très bien. Tu sais, c'est là la question aussi comme scientifique, là. Est-ce que les personnes qui sont dans nos études sont représentatives de toutes les personnes douées? On n'est pas certain encore. Fait que, qu'est-ce qu'on sait en ce moment en lien avec le bien-être et les personnes douées? Qu'est-ce qu'on sait en ce moment? Un des aspects qui ressort souvent, je trouve, dans la littérature adulte, c'est que les personnes qui ont une douance ont vraiment besoin de trouver un sens, mettons, à leur travail ou à leur vie. Puis, il y a des belles études aux Pays-Bas, justement, qui ont montré que le sentiment de générativité, donc de redonner à la génération suivante, que ce soit en étant parent, en étant enseignante, en étant mentor, c'est quelque chose qui donne un sens à notre vie. Il y a aussi des aspects au niveau du travail, comme trouver que c'est ça, la personne pour qui on travaille a des valeurs qui concordent avec les nôtres, des occasions d'apprentissage, évidemment, dans son travail, et de mettre en pratique ses habiletés. C'est quelque chose qui va favoriser un bien-être au travail. Ça, c'est-tu différent, ces éléments-là qui prédisent le bien-être au travail pour les personnes douées par rapport à la population générale? Parce que ce que tu me dis, ça ressemble beaucoup comme aux besoins psychologiques en lien avec la motivation intrinsèque, là. Y a-t-il des nuances entre les deux groupes?
L'étude dont je parle, en fait, elle a regardé seulement un échantillon de personnes avec un haut potentiel, puis en plus, c'était une étude qualitative, et donc on a demandé aux personnes qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes bien dans un travail. OK, ouais. Donc, c'est certain que effectivement, pas mal tout ce qu'on va dire sur la douance, ça s'applique à tout le monde, dans le sens où, évidemment, d'avoir un sens à sa vie, c'est bon pour tout le monde. Ouais, c'est C'est ça. juste On que- est tous des êtres humains à la C'est ça, base. exactement. Il y a certaines choses qui sont comme plus importantes, je dirais, dans le sens où si c'est pas satisfait, ben là, on a un niveau de le Frustration, contraire ouais. du bien-être, Ouais. du mal-être, Ouais. plus élevé, mettons. Ouais, ok, je comprends. Fait que c'est ça, c'est difficile de dire ça, c'est bon juste pour les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel, là. En général, tu sais, c'est ça. Puis, est-ce que on sait s'ils sont aussi... Est-ce que les mesures de bien-être sont aussi élevées que dans la population générale chez les personnes qui ont juste une douance? Après ça, peut-être tu nous parleras de la double exceptionnalité. C'est quoi la différence? Chez les adultes, je sais que cette équipe-là aux Pays-Bas trouvait c'est un petit peu plus faible chez les personnes à haut potentiel intellectuel. Mais après ça, est-ce que c'est généralisable à tout le monde? On verra, là. Il n'y a pas eu beaucoup d'études là-dessus. Puis, généralement, c'est ça comme... Il y a eu quand même, il faut dire, une littérature scientifique sur l'intelligence. L'intelligence, ça fait très longtemps que c'est étudié. Ouais. On la conceptualise pas comme étant la personne est douée intellectuellement ou pas, là. C'est vraiment juste l'intelligence comme une échelle. Ouais. Puis, je pense pas qu'ils ont trouvé des liens très forts, mettons, entre l'intelligence, le bien-être, l'intelligence et d'autres facteurs. Tu sais, c'est plus... Je pense qu'on catégorise les gens que ces liens-là... Ah ouais, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas nécessairement un lien direct entre la mesure de l'intelligence et le bien-être. Non, c'est ça. Ouais. Évidemment, c'est pas comme... C'est pas linéaire Plus t'es comme intelligent, ça, plus ouais. t'es heureux, ou plus t'es intelligent, moins t'es heureux. Ça marche vraiment pas comme ça, là. L'intelligence, on dirait que je trouve ça plus intéressant de le voir comme étant une caractéristique de la personne. Par exemple, toi, t'es très grand. Ben, je veux dire, ça peut être positif ou négatif, dépendant des Ça circonstances. dépend où tu voyages. Les cadres de porte, je te le garantis. Mais c'est ça, tu sais, il y a des avantages et des inconvénients, Ouais. mais en soi, être grand, tu sais, c'est neutre, là, je pense, en tout cas, là. Ouais. Fait qu'on dirait que l'intelligence, faudrait le voir un petit peu comme ça en soi. C'est ça, tu sais, c'est une caractéristique de la personne. Ouais. Ensuite, dépendamment des contextes, ça peut être un avantage ou un désavantage. Je fais une parenthèse, on reviendra au bien-être puis à la double exceptionnalité. Est-ce qu'on sait si l'intelligence est malléable? Dans le sens, à quel point on a un pouvoir de modifier l'intelligence avec laquelle on naît de façon génétique? Je sais pas si ma question est claire. Oui, c'est malléable dans le sens où c'est pas fixe. T'sais, on n'est pas, mais cet enfant-là naît avec une génétique de 110. Là, ça, Ouais. c'est vraiment pas ça. Là. C'est malléable surtout comme au début de la vie. Là. C'est ça, quand on fait des évaluations, par exemple, d'intelligence, habituellement, c'est pas fait à 3 ans. Là. C'est fait comme à l'âge scolaire, où là, ça commence un petit peu plus à se cristalliser. Ouais. Mais en bas âge, l'enfant est tellement, justement, en développement et il y a tellement de plasticité cérébrale que quand on fait des interventions, on priorise vraiment souvent les interventions précoces. Par exemple, en santé publique, il y a beaucoup de ressources qui sont allouées à la période préscolaire. Parce que, justement, on sait que cette période-là est tellement cruciale. Et, par exemple, on va encourager les parents à lire à leurs enfants, à parler avec eux, à jouer avec eux. Pour les stimuler. Exactement, on va encourager des relations parents-enfants qui vont être positives, chaleureuses, saines, parce qu'on sait à quel point c'est important. Mais après ça, évidemment, il y a encore une malléabilité, ça se dit, entre une plasticité. Tout n'est pas joué après 5 ans, là, on s'entend. Sauf qu'on sait que c'est une période très importante et que, par exemple, l'évaluation, je pense, du développement de l'enfant va être affectée par son environnement, là, surtout, par exemple, est-ce qu'il est très stimulé à la maison? Est-ce qu'il est très stimulé à la garderie? Est-ce qu'il y a beaucoup d'occasions d'apprendre, justement? Mais il reste que... Ça, c'est totalement vrai, mais il reste, par exemple, une personne, on va dire, là, qu'à 8 ans, on se rend compte qu'il y a une déficience intellectuelle. Est-ce que de là à d'être malléable jusqu'à OK, non, on va faire en sorte, on va tout mettre plein d'interventions, de là à avoir maintenant un fonctionnement intellectuel dans la moyenne qui va lui permettre de suivre ses pairs,
Non. Il y a une partie qui est non modifiable, puis il y a une partie qui peut être influencée. Effectivement, puis j'imagine que ça peut avoir je suis plus ou moins à l'aise avec cette partie de la littérature-là, mais j'imagine que ça peut aussi avoir un lien avec la plasticité neuronale, que quand on est jeune, on a une plus grande plasticité, là, finalement. Là. Mais oui, fait que j'imagine que oui, c'est malléable, mais à un certain point. On ne pourra pas, mettons, on va dire que peu importe une personne X a un QI, on va dire, dans la moyenne, est-ce qu'il peut de là à lire plein de Jean-Paul Sartre, puis faire plein de... puis là, passer à 130, peut-être pas. Mais de toute façon, c'est aussi qu'elle est... C'est toujours des questions difficiles à répondre quand on étudie des sujets, de comprendre l'interaction entre la génétique, la prédisposition génétique puis l'influence de l'environnement. Là. C'est toujours le fou la poule, c'est tellement difficile. Je pense dans la même chose quand ils étudient l'ensemble des problématiques en santé mentale, c'est toujours de comprendre c'est quoi l'interaction dans tout ça. Fait que, il faut dire que la douance, c'est fortement héréditaire et donc c'est souvent transmis d'une génération à l'autre. Ça, oui. Comme les études l'ont clairement montré. Okay. Je pense que le facteur héréditaire est indéniable. Ensuite, est-ce que c'est transmis par la génétique? Ça, pas tout à fait. Ouais, je comprends. Il y a une portion génétique, mais il y a une grosse portion que c'est l'environnement aussi. Ouais. Parce que, si on fait juste une logique de séquence d'événements, les gens qui ont peut-être un plus haut potentiel intellectuel ont peut-être, dans ma logique à moi, plus de chances de faire plus d'études supérieures, donc d'avoir accès à une meilleure vie en général, et donc de donner ces privilèges-là à ses enfants. Il y a peut-être du moins avoir accès à plus de ressources, juste mettons le salaire. Comme exact, dans les études, mettons le niveau d'éducation est associé au salaire. Ouais. Donc si tu étudies plus longtemps puis que tu as un meilleur salaire et donc que tu peux offrir justement comme des ressources financières à tes enfants, c'est ça exactement. C'est comme une roue un petit peu. Ouais. Je ferme ma parenthèse, je reviens, j'essaie de pas perdre le fil. Fait que je reviens au bien-être. Fait que là, les adultes doués ont peut-être un bien-être légèrement inférieur à la moyenne, mais on a vu qu'il y a comme des éléments qui sont importants qui doivent être présents pour stimuler, entre autres, le bien-être au travail, la motivation. Qu'en est-il des personnes qui ont cette double exceptionnalité, fait que, en lien avec un TDAH, trouble d'apprentissage, est-ce qu'on sait c'est quoi leurs enjeux, leurs défis de ces personnes-là? Au niveau du bien-être, en général. Au niveau du bien-être, là, vraiment. Ou en général, là, tu sais. Plus en général, parce que je sais pas, au niveau du bien-être, j'ai pas vu, en tout cas, passer ça comme étude encore dans mon... mais dans le fond, tantôt, tout à l'heure, j'ai mentionné un peu c'était quoi la double exceptionnalité. Ouais. Là, dans le fond, la question, c'est plus à savoir quels sont leurs défis en général. Ouais, tu sais, en fait, tantôt, tu as dit les gens qui ont une douance et tu as dit les options là, pour avoir une double exceptionnalité, TDAH, trouble d'apprentissage. Il peut y avoir des troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH, l'autisme, les troubles d'apprentissage, mais également des troubles de santé mentale, par exemple. Ça compte aussi. Oui, exactement. Tout à l'heure, j'ai comme omis cette catégorie alors qu'elle est très importante, mais c'est vraiment quand il y a un trouble associé, donc que ce soit neurodéveloppemental ou un trouble de santé mentale en général. Par exemple, ce serait quoi des exemples de troubles de santé mentale? Justement, le trouble d'anxiété généralisée ou un trouble obsessionnel compulsif ou... bref, on peut y aller avec cette logique-là. Souvent, les principaux enjeux, ça va être que au niveau de l'identification de cette double condition-là, c'est souvent, comme tantôt je mentionnais, parfois la douance va venir masquer le trouble associé. Parfois, c'est le trouble associé qui va venir masquer la douance, puis parfois, les deux se masquent mutuellement. Donc, ça, souvent, ces personnes-là, on va les appeler les faux neurotypiques parce qu'on va penser vraiment qu'ils sont comme tout le monde alors qu'ils ont une douance puis un trouble. Puis là, ils essayent de jongler avec tout ça. Puis souvent, en fait, c'est que les personnes qui ont une double exceptionnalité vont être diagnostiquées. Là, je parle de diagnostic étant donné le trouble qui est associé très tard. Parce que ça a été masqué ou compensé par la douance, par exemple? Exactement. Donc, par exemple, là, c'est souvent là, à partir d'étapes critiques. Là, souvent, quand on passe au secondaire, là, du 3 au 4, il y a comme une grosse étape là, avec, là, tu dois faire des choix en plus. Là, des choix de matière, puis il y a des examens du ministère, des choses comme ça. Oui, exactement. Donc, souvent, là, il y a comme, il y a quelque chose qui se passe là. Même chose au primaire, il y a certaines étapes, mais c'est souvent au collégial, donc au cégep, finalement, que là, qui vont être diagnostiqués assez tard au cégep, là, c'est-à-dire quand même, qu'ils ont quand même fait une grande partie de leur scolarité tout de même. Là. Ouais. Puis, souvent, ils vont se poser, ces personnes-là, quand on regarde des études un peu plus qualitatives, souvent, ils vont se poser des questions à savoir, les parents, ils voient que leurs enfants ont un potentiel, mais mon Dieu, le potentiel, on dirait qu'il se manifeste pas à l'école. Puis là, c'est pour ça que les parents, on doit les truster. Là. C'est souvent les meilleurs qui vont repérer,
mon enfant, il y a quelque chose, mais on dirait qu'il se bat contre ça. Puis donc, c'est pour ça que quand je rencontre des parents, souvent, il y a certains parents qui vont dire « Ah, mais vous êtes le professionnel. » Puis je suis comme « Ah, non, non, non. » Ils connaissent bien quand même. L'expert de l'enfant, c'est le parent, c'est pas le professionnel. Mais bref, tout ça pour dire que tout qu'est-ce qui entoure finalement l'identification, c'est un grand défi. Puis même, c'est pour ça qu'il faut également, ici au Québec, puis partout dans le monde, là, être aussi sensible à ces enjeux-là, de pouvoir les repérer. Parce que ça revient également, finalement, aux professionnels qui va les rencontrer, là. Puis j'imagine que ça peut avoir un impact aussi sur tout l'aspect relationnel, comment les gens gèrent, les personnes douées ou les personnes qui ont cette double exceptionnalité-là, comment ils gèrent leurs relations interpersonnelles. Oui, certainement. Puis, là, mettons, je vais un peu plus dans le qualitatif. Il y a Mathieu Cyr, qui est un humoriste, qui a été porte-parole de l'Association québécoise pour la douance. Puis, je ne sais pas dans quel podcast, mais à un moment donné, il disait, lui, il a une douance et un TDAH. Puis lui, il se sentait comme un faux TDAH, puis comme un faux doué. Tu sais, c'est comme... Entre deux chaises. Oui, exactement. Puis c'est comme... Puis il reste que, tu sais, quand on dit « Ah, j'ai une douance puis un TDAH », ça va pas se manifester de la même manière pour tout le monde. Comme n'importe quoi, là. Mais bref, ça pour dire que comme le « Ah, mais je me sens appartenir à ce groupe-là. Tu sais, j'ai certains symptômes, mais il me semble que c'est pas exactement comme ça. Même chose pour la douance. Donc, effectivement, il peut y avoir un certain sentiment d'ambivalence, puis à savoir... à qui je peux m'identifier exactement également. Donc, de se trouver un peu là-dedans, la quête identitaire, là, ça pourrait être des idées de futures recherches que je pourrais mener sur la quête identitaire des personnes qui ont cette double condition-là. Mais voilà, ouais. Ça a l'air vraiment complexe de naviguer les diagnostics en lien avec la présence ou non de douance, parce que ils ont vraiment des interactions entre elles qui permettent de masquer un aspect ou comme d'amplifier un aspect, là. Ça fait que ça doit être tout un casse-tête pour les gens qui essaient de comprendre le fonctionnement de ces êtres humains-là. J'interromps le podcast 2 petites secondes pour te parler d'une formation de mes amis de chez BIA Éducation qui pourrait t'intéresser. La formation s'appelle « La gestion du stress et des saines habitudes de vie, savoir adapter nos interventions auprès de nos patients ». Donc, c'est une formation qui est en ligne, en web diffusion, qui va avoir lieu en avril. Et c'est une formation qui vise à outiller tous les professionnels de la santé pour mieux accompagner leurs patients dans la gestion du stress et dans la modification ou l'adoption de saines habitudes de vie. Et la formatrice, c'est Julie Blanchette qui a été de passage au podcast. Donc, l'épisode numéro 41, c'était avec Julie. Puis, on avait parlé justement de modification d'habitudes de vie, comment adapter des habitudes de vie. Donc, ça risque d'être une formation super intéressante et comme d'habitude, pour la communauté du podcast, vous pouvez utiliser le code rabais Goujon15 pour 15% de rabais. Et voilà, je vais mettre un lien dans la description de l'épisode là, pour avoir plus d'informations sur cette formation. Vraiment beaucoup présentement, tu sais, nous, on est dans une grosse collecte de données, puis pour voir les résultats de plusieurs participants, parce qu'on rédige certains résultats aux épreuves qu'ils ont fait, pour voir dans quel groupe on les met. Puis c'est réellement un casse-tête. Il y a des beaux cas là, qu'on dirait que oh, wow, mon Dieu, c'est fait sur mesure. C'est comme quand on a un livre. Mais t'en as plein d'autres que tu fais comme oh mon Dieu Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est comment que ça se manifeste? Donc, effectivement, que c'est un casse-tête. Et c'est pour ça que je trouve, nous, par exemple, à l'Université de Sherbrooke, dans notre développement de parcours au doctorat pour la sphère clinique, il y a beaucoup d'accent qui est mis là-dessus également. Donc, de pouvoir le différencier comment on fait ce diagnostic différentiel-là et qui est super important. Puis, en tout cas, je trouve, moi, ça me donne espoir pour la suite, là, en tout cas dans les années qui viennent, là, que ces professionnels-là soient quand même sensibilisés à ces enjeux-là. Je pense que c'est intéressant aussi de se rappeler que la double exceptionnalité, elle, on l'étudie depuis moins longtemps que l'intelligence. Donc, il y a une chercheuse américaine là, qui s'appelle Madame Foley-Nippon qui a écrit comme beaucoup d'articles là-dessus, mais depuis peut-être 10 ans. Oui, mais pour de vrai, je pense, c'est depuis 2012 ou 2011 que c'est reconnu pour de vrai. Genre, qu'on en parle en recherche, mettons. Qu'on l'accepte. Oui, qu'on l'accepte. Que c'est quelque chose qui existe pour vrai. Oui, c'est ça qu'on dise. Ouais, ben c'est parce que ça, tu sais, tantôt, comme on disait, là, parfois, il y a certaines personnes que c'est vraiment difficile de comprendre qu'on peut être doué puis avoir un trouble associé. Ouais. Tu sais, ça peut coexister. Puis il y a plusieurs études qui montrent. C'est ça. Fait que les premières études, en ce moment, on est encore un peu là-dedans, là, voici, notre étude prouve que ces deux conditions-là peuvent exister. Fait qu'on n'est pas nécessairement encore de comment ça coexiste, qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup d'autres questions à répondre. Fait qu'il reste que là, on est en 2023 maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 11
11 ans à peu Ouais. près là, qu'on accepte plus globalement comme Ouais. on étant la communauté Vous deux, scientifique. c'est Ouais, c'est ça. Que c'est ça, la douance et les troubles d'apprentissage, ça coexiste. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle de l'hypersensibilité parce que c'est quelque chose qui, comme, il y a un peu là-dedans, là, que ce soit la douance, le TDAH, certains troubles de santé mentale. Qu'est-ce qu'on connaît de l'hypersensibilité? C'est quoi? Comment ça s'intègre dans le sujet d'aujourd'hui? L'hypersensibilité, c'est super populaire en ce moment, là. Le concept qui a été popularisé l'a été par Madame Helen Herron. Puis elle a écrit des articles à la fin là, des années 1990 qui ont été vraiment très populaires. Puis elle décrit l'hypersensibilité comme étant une facilité à se sentir surstimulé. Donc, une sensibilité aux différents aspects de notre environnement, que ce soit sensoriel, comme par exemple l'odorat, l'ouïe, ou bien juste émotionnel. Donc, par exemple, si je suis dans une pièce avec d'autres personnes, je vais ressentir un petit peu les émotions des autres. Puis aussi l'empathie. Donc, de pouvoir un peu anticiper ce que toi, par exemple, tu aurais besoin. Ou c'est ça, c'est vraiment la sensibilité à percevoir les choses de l'environnement. Donc, c'est des personnes qui vont percevoir les différentes sensations plus intensément. OK. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de distinguer la sensibilité puis la réactivité. Parce que là, je trouve que les gens identifient beaucoup ça à quelqu'un qui est très réactif, là, qui va pleurer beaucoup, rire fort, être très réactif, alors que c'est pas vraiment ça le concept. Là. C'est à l'intérieur de moi, comment je me sens. Ça, c'est la sensibilité. Exact. Et la réactivité, c'est comment tu pourrais réagir à ces éléments-là. C'est ça. Je ressens une émotion, mais comment je réagis, ça, c'est pas exactement le concept de la sensibilité. Là. La sensibilité, c'est vraiment comment je me sens, puis comment, mettons, je vais être affectée par c'est ça, les différents aspects de l'environnement. Puis ça, c'est en lien avec à peu près, il y a plein de catégories de sensibilité. Ou en fait, on peut être hypersensible à différents éléments. Est-ce qu'on on parle des sens, on parle des émotions, comme ça, c'est tous des trucs différents en lien avec la sensibilité? Oui, mais la mesure d'hypersensibilité, elle inclut beaucoup d'aspects dedans. OK. Genre, les gens qui sont sensibles à la lumière, au son, on rentre ça là-dedans? Oui. Ça ressemble à ça aussi. Okay. Mais, c'est ça, comme dans différents troubles de santé mentale, il y a une hypersensibilité. Ouais. Tu sais, même les textures, les vêtements, oui, les trucs comme ça, certaines nourritures. C'est ça. Mais là, on parle plus d'une sensibilité qui va être normative, c'est-à-dire que dans la population en général, la sensibilité varie, comme l'intelligence. Ouais. Et donc, ça peut arriver qu'on ait un haut potentiel intellectuel et aussi une haute sensibilité. Puis dans ce cas-là, ça crée un portrait qui est un peu différent, mettons, d'une personne qui aurait un haut potentiel intellectuel et une faible sensibilité. Mais c'est comme... La sensibilité, c'est un aspect de la personnalité ou du tempérament de la personne. Donc, tu peux être aussi haut potentiel puis être extraverti, ou être haut potentiel et intraverti. Ouais. Puis qu'est-ce que ça implique? Comment ça se manifeste? Ou est-ce que c'est prédicteur de quelque chose, les gens qui ont une plus haute sensibilité, une moins haute sensibilité? T'sais, y a-t-il un lien avec comment les gens y vivent leurs émotions? Y a-t-il un lien avec même leur bien-être en général? Oui, au sens où si, mettons, on est fortement surstimulé, ben, ça va être utile de pouvoir trouver des moments dans la journée où on est plus calme. Ouais. On sait aussi que la présence attentive, ça aide beaucoup les personnes qui sont hypersensibles. Les personnes hypersensibles sont souvent aussi plus anxieuses. Donc, il y a un lien qui a été montré entre l'hypersensibilité et l'anxiété. Donc, c'est ça, de pouvoir apprendre à vivre avec cette hypersensibilité-là. Je pense que c'est vraiment super important, dans le fond, pour avoir une belle qualité de vie puis pour vivre du bien-être. Ceci étant dit, dans les livres populaires, donc qu'on peut trouver à la librairie, les gens font souvent le lien entre la douance puis l'hypersensibilité. Donc, on va trouver ces liens-là dans beaucoup de livres. En science, on n'a pas encore montré ça. Donc, nous, comme scientifiques, on peut pas... Il n'y a pas un lien aussi fort qu'on pense. Ben, on l'a juste pas montré. Il n'y a pas vraiment d'études qui ont montré ça clairement. Et donc, selon la méthodologie scientifique, quand on essaie de montrer un lien puis qu'on trouve pas, on assume que ce lien-là n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Ouais, effectivement. Fait que c'est impossible pour nous de prouver que ce lien n'existe pas. On peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Effectivement. Mais on peut prouver que quelque chose existe. Ouais. Donc, on va attendre quelques années puis voir qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Ouais. Mais il n'y a pas grand-chose qui a été publié en ce moment. Donc, pour nous, on peut pas dire qu'il y a un lien, c'est ça, entre les deux. On pense que
dans la population générale, il y a environ 20 à 30% des personnes qui seraient dites hypersensibles ou qui ont une haute sensibilité. Ouais. Puis ça serait probablement la même chose pour l'instant, c'est ce qu'on croit, chez les personnes qui ont un haut potentiel. Et tu as parlé de présence attentive, que ça aide les gens qui sont hypersensibles à comme vivre avec leur hypersensibilité. Vivre avec ça. Comment on définit la présence attentive? Bon, Qu'est-ce je que suis ça pas une spécialiste de la présence attentive, là. Grosso modo, ça implique quoi? C'est d'être vraiment ancré dans le moment présent puis sans jugement. Donc, d'avoir cette capacité-là à le faire. C'est ça. Okay. Donc, après ça, la présence attentive, il y a plusieurs façons de la mesurer et tout ça. Mais on va dire que c'est des personnes qui ont la capacité, mettons, d'être dans le moment présent, de se connecter à leur corps, à leurs sensations, puis dans le non-jugement. Mm-hmm. Parce que si je me sens souvent surstimulée, puis qu'en plus, je me dis « Oh my God, pourquoi je me sens comme ça? Je devrais pas me sentir comme ça. Les autres se sentent pas comme ça. Je devrais être capable de faire telle activité. » Puis par exemple, on est très critique envers soi-même, ben c'est vraiment difficile de vivre avec ça. Ouais. Tandis que si on se dit, bon, je suis une personne qui est plus sensible, il y a certaines situations qui me rendent plus affectée et donc, je vais trouver une façon de vivre avec ça, tu sais, dans le non-jugement. Ouais. J'en apprends vraiment, c'est complètement hors de ma zone de ce que je vis, de mon expertise quotidienne, là. Avec toute cette information-là, j'ai une question qui me vient en tête, là, puis vous me donnerez chacun votre avis là-dessus. Quand est-ce que c'est pertinent de s'intéresser à savoir si on a une douance ou non? Puis, c'est quoi l'intérêt de savoir ça? T'sais, moi, j'ai un concept dans ma pratique, quand on parle de blessures, quand on fait des investigations, le but, c'est toujours, est-ce qu'on va changer la conduite de ce qu'on va faire avec cette personne? Fait qu'exemple, une personne a mal au dos, ben est-ce qu'on va passer un rayon X? Ben, seulement si le résultat du rayon X changerait ce qu'on va faire avec cette personne-là. Si peu importe les résultats, on fait la même chose parce qu'on évalue la personne dans son ensemble, ben, on verrait ça comme une évaluation inutile, en termes de coût de santé, etc. et de temps. Fait que si on s'intéresse à comprendre ces éléments-là autour de la douance, comment on détermine si c'est pertinent ou non? Quand est-ce que ça l'est? Mm-hmm. À quel besoin ça répond d'être capable d'identifier une douance chez quelqu'un? C'est une grosse question. Je dirais que d'emblée, mettons si on parle de l'enfant, on va commencer avec l'enfant, quand le parent voit finalement qu'il y a qu'il voit le potentiel, mais qu'il voit qu'il y a certaines choses qui clochent, on va dire qu'il ne répond pas nécessairement au développement, on va dire normal entre guillemets là, des enfants en général, mais c'est sûr que de venir consulter un professionnel, par exemple que ce soit un psychologue, neuropsychologue, pour voir vraiment qu'est-ce qui va, puis qu'est-ce qui va pas, parce que l'évaluation va également mettre en lumière les forces. Ouais. Donc, effectivement, que là, ça peut être bénéfique dans le sens que, avec l'évaluation, il y a également des recommandations, donc des moyens concrètement pour aider le jeune, finalement, avec tout ça. À l'âge adulte, une fois, parce que là, souvent, on va penser des moyens dans l'école pour qu'ils puissent bien réussir et tout. Ouais. Fait que, à l'âge adulte, une fois, moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça va répondre à un besoin, on va dire, d'apprendre à se connaître. C'est comme une quête, là. OK, est-ce que c'est quelque chose qu'ils l'ont travaillé pendant un certain moment, puis ils veulent vraiment venir à bout de ça? De se comprendre, dans le fond. Oui, il peut avoir un certain soulagement. Oui, puis, tu sais, moi, par rapport à ça, honnêtement, j'ai, dans le sens que mon opinion est qu'est-ce que la personne a besoin. Ouais. C'est plus dans ce sens-là, parce que, tu sais, il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, mais à quoi vraiment ça peut servir? Parce que concrètement, qu'est-ce que tu fais maintenant avec ça, avec cette identification-là? Mm-hmm. Oui, effectivement, il peut avoir ça, mais il reste que pour certaines autres personnes, ça va faire du sens, ça va leur permettre de... Peu importe. Fait que moi, j'ai pour mon dire, tant que ça peut répondre à un besoin. Oui, ça répond à des besoins. Exactement. Là, il reste que maintenant, tu te faire évaluer, là, c'est sûr que là, les attentes, puis là, ça coûte énormément. Là, fait que... c'est à considérer. Oui, c'est sûr, effectivement, c'est pas abordable pour tout le monde, là, clairement. Puis en tout cas, c'est plate, là, effectivement. Mais tu sais, autrement, à savoir, tu sais, je me dis, également, en tout cas, je dis ça comme ça, là, mais tu sais, des personnes qui peuvent s'interroger assez, il reste que, oui, il peut y avoir l'évaluation, mais pourquoi pas autrement, tu sais, si tu es prêt à faire une évaluation, peut-être que tu es également prêt à suivre une psychothérapie puis aller travailler ces enjeux-là. Est-ce que les questionnements sont derrière certains enjeux qui pourraient être bénéfiques pour toi d'explorer avec un professionnel qualifié? Tu peux avoir ça également. Qu'est-ce que t'en penses, Catherine? Mais je suis vraiment d'accord. Puis je pense que c'est intéressant d'avoir une évaluation formelle quand il y a un soupçon qu'il y a peut-être un trouble associé
ou s'il y a vraiment des bris de fonctionnement. Donc, C'est si ça, la personne c'est a de ça la à difficulté quoi à je pensais. fonctionner dans sa vie, Ouais. justement, un peu comme ce que tu disais, Alexis. Donc, si c'est vraiment juste « je pense que j'ai une douance et j'aimerais le confirmer Ouais. », ben à ce moment-là, justement, comme j'ai dit, dans quel objectif, puis ça peut être bien d'explorer ça justement en psychothérapie. Est-ce que c'est parce que, mettons, la personne se reconnaît quand elle était enfant, puis elle a vécu des choses difficiles, puis ça l'aiderait de mettre un mot sur ce qu'elle a vécu. Tu sais, je pense que les gens ont tellement des bonnes raisons qui sont propres à eux. Puis ensuite, c'est de voir aussi de trouver comme une ou un professionnel qui est prêt à les accompagner là-dedans. Ouais, clairement. Puis oui, effectivement, tu sais, quand on parlait du bris de fonctionnement, je pense que présentement également, il faut savoir que c'est à la mode la douance. Fait il reste que, je pense qu'en tant que, par exemple, je parle des enfants puis des parents, il reste que si l'enfant fonctionne bien en général, puis qu'on voit qu'il peut avoir certains talents, on voit qu'il apprend vite et tout, puis mais que son fonctionnement va bien, qui va bien à l'école, qui est heureux à l'école, qui est heureux à la maison, que ça va bien à la maison, mais qu'on a quand même des soupçons de douance. Il faut savoir qu'une évaluation et reste intellectuelle, c'est excessivement stressant pour l'enfant. Ouais. Fait qu'il faut prendre ça en considération. Est-ce que c'est nécessaire ici d'avoir l'étiquette si présentement l'environnement répond à ses besoins? Ouais, même c'est ça. si on repère que, oh wow, il est super bon en maths, il est super bon en français ou whatever, tu sais, il est curieux, il est rapide, puis il reste que je vais quand même apporter cette nuance-là que à se questionner tout de même, considérant que ça peut être très stressant pour l'enfant. Mm-hmm. Puis, tu sais, des fois, j'ai l'impression, même si ça semble être, entre guillemets, une étiquette le fun ou une étiquette positive, c'est quand même, les gens peuvent s'étiqueter avec un... Ben là, c'est pas un diagnostic dans ce cas-là, mais tu sais, quand les gens ont s'identifier à ça. Oui, c'est ça, ils peuvent s'identifier à ça. Ou tu sais, quand les gens ont un diagnostic de TDAH, ben là, ils peuvent s'identifier à ça. Fait que, tu sais, ça peut catégoriser les gens ou, tu sais, les gens peuvent se sentir à part ou différents parce qu'ils ont ce libellé-là, des fois aussi. Là. C'est un enjeu à considérer aussi, j'imagine. Mm-hmm. J'aimerais ça qu'on parle des parents qui ont des enfants doués. C'est quoi les enjeux qui les habitent ou c'est quoi les défis auxquels ils pourraient faire face? Qu'est-ce qu'on sait des défis des parents qui ont un enfant doué? Mm-hmm. Une des premières choses, c'est que, on vient de parler de l'étiquette, de l'identification, il reste que c'est quand même tabou ici, notamment au Québec. Je sais pas aux États-Unis ou en France comment à ce point-là c'est perçu, mais particulièrement au Québec, c'est quand même tabou, là, comme, oh mon Dieu... Tabou de dire mon enfant a une douance, par exemple. Oui, effectivement. Là, c'est quelque chose qui ressort que je me sens je me sens mal à l'aise finalement de le dire, mon enfant. Puis surtout quand il y a des défis associés, là, que mon enfant a une douance, mais il y a ci, il y a ça. Puis souvent, c'est comme si leur défi était moins légitime aux yeux des autres. Puis c'est quelque chose que souvent, qu'est-ce qui va être mentionné dans les études qualitatives, c'est qu'ils vont garder ça pour eux. Ils sentent pas qu'ils peuvent vraiment comme pouvoir s'exprimer. Donc, ça peut être lourd à porter, puis également dans la famille, là, ce même sentiment-là, finalement. Mais autrement, ça aide la méconnaissance. Quoique là, ça s'en vient vraiment pas pire de plus en plus, mais c'est peut-être parce que je vague trop dans ce milieu-là que je trouve que ça vient pas pire. Là. Ouais. Mais il reste que ça, cette méconnaissance, puis là, je vais parler de doué, double exceptionnel, là, en général, mais il reste que, les professionnels de santé, la double exceptionnalité, si on remonte, comme on disait, là, c'est quand même récent, puis... souvent, c'est par exemple des parents qui vont venir expliquer à l'enseignant, ben écoute, mon enfant a une douance, mais il y a également un TDAH, puis il faut adresser les deux. Ah, ok, je savais pas que ça se pouvait. Ouais. Donc, tu sais, à la base, c'est quand tu viens pratiquement informer l'enseignant pour que ses besoins soient pris en considération. Puis c'est un événement, tu sais, tout ce qui est, on appelle ça l'advocacy, donc le fait d'être le parent comme un avocat pour son enfant. Mm-hmm. Il défend réellement les besoins spécifiques de son enfant, puis c'est vécu avec beaucoup de stress chez les parents. Parce que, bon, tu défends ça à l'école, tu défends ça chez le médecin, tu défends ça chez... Tu sais, comme... Ça peut être lourd à porter, puis également de vouloir veiller à la réalisation de son potentiel. On voit qu'il y a un potentiel, mais on voit que, par exemple, on va dire que là, l'environnement à l'école, ça ne fait pas. Là, on va dire que c'est un enfant doué, est en classe régulière, puis là, clairement, ça le fait pas. Ouais. Fait que là, OK, puis là, il y a plus... Théoriquement, il va bien. Fait que peut-être que... Trop bien, même, peut-être. Ouais, puis c'est à savoir... tu sais, présentement, on s'entend, puis c'est pas de leur faute. Les écoles, présentement, je pense qu'ils sont à court de ressources, là, littéralement. Fait que, vraiment. tu sais, quand l'enfant réussit bien, puis t'en as 6 autres autour que là, ça le fait pas, ben clairement que c'est pas nécessairement lui que tu as priorisé en premier. Là, c'est normal, là, ils sont, comme on dit, ils sont à bout de souffle. Donc, il reste que souvent, c'est des parents qui vont faire « OK, on va essayer de trouver des moyens
puis ils vont se sentir un peu seuls là-dedans, essayer de trouver des moyens pour qu'ils puissent se réaliser, pour qu'ils puissent se sentir heureux. Tu sais, quand ton enfant vient à l'école, puis j'ai rien appris, j'ai pas le goût d'y aller à l'école. Fait que souvent aussi, il y a certains parents même qui faisaient l'école à la maison pour vraiment combler ce besoin-là. Fait qu'il reste que tous ces événements-là, tous ces défis-là peuvent causer un certain stress en général pour les parents. Puis moi, c'est ça, ma thèse va aller voir si est-ce qu'ils sont réellement plus stressés que, par exemple, des parents qui ont seulement des enfants doués ou que c'est pas les conditions. Les enjeux spécifiques à ces parents-là. Exactement. Fait que c'est pas mal ça, je dirais, qui ressort. Puis il reste que ça peut être, par exemple, quand on parle des enfants doués TDAH, l'expérience à l'école peut être assez difficile dans le sens que, mettons, on va dire avec le H du TDAH, donc l'hyperactivité. Ouais. Souvent des enfants qui vont être souvent punis parce que là, ils bougent souvent, puis ils veulent faire. En tout cas, bref. Puis quand t'as une classe, souvent tu veux que tes élèves soient un peu plus tranquilles. Fait que c'est souvent des élèves qui vont être souvent punis. Ouais. Ils vont être vus comme des élèves turbulents, dérangeants pour la classe. Puis là, l'estime de soi en est affectée. Puis là, c'est comme exactement, on retourne à la maison, puis l'enfant n'est pas bien, mais là, le parent, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que, bref. Voilà. Toi, Catherine, tu t'intéresses beaucoup dans tes études aux relations parents-enfants, en lien avec l'apprentissage, entre autres, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis c'est quoi, y a-tu des enjeux, toi, dans tes études, dans ce que tu as ressorti en lien avec la douance puis les relations parents-enfants? J'ai pas étudié en particulier la douance, mais durant ma maîtrise, je regardais le soutien à l'autonomie. Puis ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est super intéressant de mettre ça en relation avec la douance, par exemple, au sens où, dans le soutien à l'autonomie, on essaie de suivre l'intérêt de l'enfant, la motivation intrinsèque. Donc, si, par exemple, on a un enfant qui aime beaucoup apprendre, à ce moment-là, on peut lui offrir les occasions d'apprendre. Donc, on suit beaucoup les intérêts de l'enfant. Si l'enfant s'intéresse, par exemple, aux mathématiques, mais là, à ce moment-là, on le pousserait un petit peu à se développer dans cette voie-là. Donc, c'est d'offrir aussi des choix, mais vraiment d'être un peu guidé par l'enfant, puis d'encourager ses poursuites. Tu sais, si on voit qu'il est super créatif, on pourrait l'encourager à poursuivre ça. Donc, moi, dans ma thèse de maîtrise, donc dans mon mémoire finalement, j'ai trouvé que le soutien à l'autonomie, ça permettait aux enfants qui avaient des fortes habiletés cognitives à apprendre les mathématiques plus rapidement. Donc, l'hypothèse, c'est que justement, ils sont peut-être plus motivés à le faire quand on soutient leur autonomie. Puis, comment ça s'inscrit, ce qu'on sait de la recherche entre, mettons, le lien parent-enfant par rapport à l'apprentissage ou, tu sais, l'implication du parent dans l'apprentissage? Qu'est-ce qu'on sait à propos de ça qui pourrait clasher avec ce qu'on fait dans nos systèmes d'éducation? Tu sais, y a-t-il quelque chose à prendre de cette science-là pour améliorer notre système d'éducation, pour mieux répondre aux besoins des enfants, des enseignants, des parents? Oui, en fait, on a une collègue qui étudie beaucoup la différenciation pédagogique. Donc, un peu s'adapter au niveau de chaque enfant. C'est difficile quand on a des grandes classes. Par exemple, moi, à l'université, j'enseigne à 80 personnes. Bien, évidemment, je peux pas modifier mon enseignement pour les besoins de toutes les personnes. Sauf que je vais essayer de mettre en place, par exemple, une période où il y a des exercices où je peux me promener, répondre aux questions, peut-être passer plus de temps avec les personnes qui ont moins bien compris certains concepts. Donc, vraiment d'essayer de différencier et donc de donner plus d'aide à ceux qui en ont besoin, puis de permettre aux gens qui apprennent plus vite d'avancer plus rapidement. Mais c'est tout un art, là. Ouais. C'est sûr que c'est vraiment pas facile à implémenter. Ouais. L'autre élément que je voulais jaser, on a comme brièvement abordé le sujet tantôt quand on parlait de l'intelligence, puis tu sais, on a parlé on a mentionné intelligence émotionnelle. Puis, comme je vous parlais avant qu'on commence, moi, jusqu'à récemment, je me demandais si ça existait parce que c'était comme un branding ou un terme que j'entendais souvent. Puis là, dans certains experts en neuropsy, en psy, il y en a qui disaient c'est pas un concept qui existe. Il y en a d'autres qui disaient que c'est un concept qui existe. Fait que bref, qu'est-ce qu'on sait de l'intelligence émotionnelle, entre guillemets? C'est-tu vraiment un terme qui est comme consensuel ou est-ce que c'est juste... j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Non, je pense qu'il n'y a pas de consensus. Il y a des gens qui pensent que en fait, c'est le nom qui est mal choisi. Mm-hmm. Au sens où les compétences émotionnelles, clairement, ça existe. Ouais. Donc, par exemple, d'être capable d'identifier des émotions, de les réguler, de mettre des mots sur les émotions des autres aussi, puis d'essayer de les réguler. Donc,
de percevoir. C'est toutes des habiletés qui peuvent se développer. Par contre, il y a différents types d'intelligence émotionnelle aussi. Il y a un type qui est plus comme un trait de personnalité où on pense qu'il y a certaines personnes qui auraient tendance à réagir d'une certaine façon dans une situation émotionnelle. Donc, c'est ça. Il y a l'intelligence émotionnelle qui est plus le trait de personnalité, puis ensuite, il y a vraiment comme les habiletés. Genre, si on veut être concrètement si on veut décrire concrètement ce que c'est, dans certaines études, on va montrer des images. Ouais. Avec des photos de personnes qui font différentes émotions. Par exemple, un grand sourire, puis là, la personne doit dire, ben, c'est de la joie. Ou une personne en colère, puis là, la personne doit dire, ben, c'est de la colère. Ouais. Ben, quand on mesure l'intelligence émotionnelle comme ça, c'est fortement associé à l'intelligence. C'est ça. Parce que c'est cognitif. C'est comme il faut réfléchir. Dans le sens que plus quelqu'un est, entre guillemets, intelligent par rapport à ce qu'on sait de l'intelligence sur le quotient intellectuel, plus tu as la capacité de l'appliquer à différents domaines. Oui, c'est ça. Dont un des domaines serait les émotions. C'est ça, on est capable d'apprendre ce qu'est une émotion et d'apprendre c'est ça, le facial, là, les expressions faciales. Ouais. On peut apprendre tout ça. Puis on peut apprendre, mettons, si la personne pleure, ben c'est bien que je la réconforte. Ouais. Tu sais, c'est des choses qui s'apprennent. Là. Si on est intelligent, disons, on peut apprendre toutes ces différentes choses-là. Là, j'ai une autre question parce que il y a comme un clash dans ma tête. Il y a des personnes qui sont très, très, très intelligentes, dans le sens que, tu sais, dans une pièce, tu les vois clairement, puis tu sais, souvent, là, c'est peut-être un préjugé, mais comme beaucoup des ingénieurs qui sont très, très, très intelligents dans une partie, tu sais, très mathématique, très cartésien. Puis là, c'est pas pour faire le lien que les ingénieurs n'ont pas une bonne intelligence émotionnelle, là, pour me faire envoyer des commentaires, mais bref, ma question, c'est comment on explique que certaines personnes qui ont probablement un haut QI pourraient coter très faiblement dans leur capacité d'appliquer cette intelligence-là au niveau des émotions. Tu sais, par exemple, ben, de un, est-ce que peut-être c'est faux, là, ce que je dis, ma perception de la chose, mais des personnes qui sont extrêmement intelligentes par rapport à l'intelligence qu'on connaît, tu sais, je sais pas si c'est genre mathématique ou peu importe, mais que, tu sais, leur capacité à comme, entre guillemets, read the room, là, tu sais, comme quand tu veux... comme l'empathie un peu. Ouais, l'empathie, comprendre les émotions des autres, être capable de comme facilement lire ou facilement comprendre le type de personne qu'on a devant nous, ça peut être quelque chose de très, très, très faible chez des personnes qui sont extrêmement intelligentes. Est-ce que c'est possible? Si oui, c'est comment on explique ça? Mais tantôt, je parlais qu'il y a un lien, une association entre l'intelligence, mettons les échelles de QI, et l'intelligence émotionnelle en tant que compétence ou habileté émotionnelle. Mais ce lien-là, évidemment, n'est pas parfait. Donc, en général, OK, il y a une plus haute proportion de gens avec un haut QI qui ont la capacité d'appliquer ça au domaine émotionnel. Mais ensuite, quand tu parlais, ce que ça me faisait penser, c'est comment on mesurait ce dont tu parles. L'intelligence émotionnelle? Oui, tu sais, les personnes auxquelles tu penses, peut-être que si on leur montre des photos, justement, des gens, ils vont être quand même capables de dire, ben, il est heureux, puis il est en colère, puis il est triste. T'sais, c'est peut-être pas là le déficit. Le déficit, c'est peut-être dans les habiletés relationnelles. Donc, après, qu'est-ce qu'ils font avec cette information-là? Est-ce qu'ils la trouvent importante? Parce que ça, c'est une autre chose. Peut-être que je vois que t'es pas content, mais que ça me dérange pas. Et donc, que je vais pas adapter, mettons, mes interventions. Fait qu'il y aurait on a une autre étape après, là. Ouais, je comprends. Il y a un lien avec les traits de personnalité, probablement. Puis j'aimerais, tu sais, d'un point de vue, on va dire, plus clinique, moi, j'apporterais même que, tu sais, comme, quelle est l'éducation entourant éducation, c'est-tu bon mot, ou socialisation entourant les émotions que cette personne-là a eues? Tu sais, si on pense à une personne que, ben, chez lui, les émotions, tu gardes ça à l'intérieur, puis c'est tout, là. Tu les exprimes pas, puis il reste que c'est comme ça un peu que puis selon aussi certains domaines, hein, il y a certains domaines, on va dire, qui sont plus... qu'on laisse moins de place à des émotions. Fait que, veux pas, ça a un impact sur la manière que tu construis, on va dire, tout ça. Donc, effectivement, on dirait que c'est plus à la troisième étape qu'on parlait tout à l'heure que une personne, justement, qui n'a pas été amenée à explorer ça également. Puis c'est pour ça que la psychothérapie avec les enfants, ça fait des miracles parfois, là. Il reste que de sensibiliser à ça, puis après... c'est des super bonnes capacités pour le reste de leur vie, littéralement. Là. Ouais. Donc, est-ce que, si on revient au concept d'intelligence émotionnelle, est-ce que ça a juste été tellement comme popularisé comme concept, mais que ce serait pas différent que
l'intelligence musicale ou comme il y a certaines personnes qui sont capables, ils ont vraiment un haut niveau de potentiel intellectuel en lien avec la musique, comme des personnes ont un haut potentiel en lien avec tout ce qui est émotif, émotionnel. Mais je pense que c'est pas exactement la même chose parce que vraiment, tu sais, il y a une grande littérature là, sur l'intelligence émotionnelle. On peut pas On peut se le mesurer, cacher. là, littéralement. Oui, c'est qu'après ça, c'est ça. Les gens vont dire, est-ce qu'on devrait appeler ça des compétences émotionnelles? OK, c'est plus sur le titre. Le mot, je pense que c'est la comprends. controverse, c'est plus sur Ouais. comment on appelle ça. OK. Parce qu'il y a des compétences émotionnelles, ça, il y a personne qui va dire que ça existe pas. OK, je En tout comprends. cas, je pense pas. Dans le tu sais. sens qu'il y a des échelles de mesure, il y a des mesures, des façons de l'évaluer de façon standardisée qui sont C'est validées. ça. là. Ouais. Tu sais, on peut demander aux personnes, est-ce que vous avez une facilité à percevoir les émotions des autres? Ouais. Ou est-ce que vous vous sentez à l'aise par rapport au... C'est ça. Si, mettons, la personne pleure devant moi, ça se peut aussi que je me sente pas à l'aise vraiment d'interagir avec Mhm, elle. mhm. Je sais pas quoi faire, mettons, je sais pas quoi lui dire. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement que j'ai un déficit dans le sens où j'ai pas lu l'émotion. Peut-être que je sais pas comment réagir et donc que je vais faire fi de ça. Je comprends. Tu sais, je vais être comme, ah, j'espère que ça va passer puis je vais rien dire, tu sais. Tu comprends? C'est comme, il y a les émotions dans un contexte relationnel. Je pense qu'il y a comme beaucoup d'autres aspects, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on sait si les personnes douées ont des meilleures compétences émotionnelles ou de moins bonnes ou normales? Est-ce qu'on sait ça? Quand on regarde les habiletés ou les capacités, comme je Ouais. disais, il y en a des meilleures. OK. Quand on regarde au niveau du trait de personnalité, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que tu veux dire au niveau du trait de personnalité? Comme, mettons, la tendance à réagir d'une certaine façon OK. dans des événements émotionnels. OK. Fait que le trait de personnalité qui est en lien avec les émotions, C'est ça. on Ouais. le voit pas. C'est lequel, celui-là? Ben c'est ça. C'est des échelles où on va donner des situations OK, oui. hautement émotionnelles. Par Ouais. exemple, je pourrais dire, t'as un collègue qui pleure parce qu'il a perdu quelqu'un dans sa famille. Comment tu vas réagir par rapport à ça ou comment tu te sens? Est-ce que, mettons, ça va être facile pour toi d'interagir avec elle ou pas? Mhm, Donc, c'est vraiment comme une façon de réagir dans des situations. je comprends. Donc, c'est moins comme, est-ce que tu connais les émotions? Est-ce que Ouais. tu les perçois? Est-ce que tu les utilises? Ouais. Fait Pour qu'on atteindre évalue tes un buts. peu les composantes cognitives, mais pas seulement ça. C'est qu'on va venir aussi voir comment la personne va réagir. C'est ça, C'est c'est ça. plus comme la nature, dans la nature de la personne. Mm. Il n'y a pas de différence, c'est ça, au niveau Ouais. de l'intelligence. Dans ma pratique, là, parce que je réalise, encore une fois, mais là, je radote à chaque podcast, là, mais à chaque fois que je rencontre des gens puis que je parle d'un sujet qui a des fois aucun rapport avec ce que je fais, je vois vraiment des parallèles à faire. Puis il y a certains types d'exercices thérapeutiques qu'on appelle les exercices de contrôle moteur en physiothérapie qui demandent ce qu'on appelle l'imagerie motrice. Fait que la capacité au cerveau de créer du mouvement, mais de visualiser du mouvement. Mhm. Fait qu'il y a comme une certaine capacité d'abstraction en lien avec le mouvement, puis il y a un lien avec la perception corporelle, puis il y a un lien avec la fonction qu'on appelle sensorimotrice. Fait que les gens, leur capacité à intégrer les sens qui se perçoivent autour d'eux et d'utiliser cette information-là pour effectuer une tâche motrice, par exemple. Puis, on utilise un questionnaire pour mesurer la capacité d'apprendre des gens, ce type d'exercice-là. Fait que moi, quand j'évalue quelqu'un, la première fois que je les rencontre, ils ont rempli un questionnaire de 50 questions. Puis, ce score-là me permet de prédire, à 90 ou 95%, si la personne devant moi a la capacité d'apprendre le type d'exercice que je veux y enseigner. Fait que c'est ces exercices de contrôle moteur. Ah ouais, c'est Puis super intéressant. là, tu vois, en jasant avec vous autres, puis en comprenant certains aspects, par exemple l'hypersensibilité, certains aspects de la douance, certains aspects de la mémoire, de la concentration, puis tu sais, il y a sur 50 questions, il y en a qui sont beaucoup à propos de leur perception corporelle par rapport à leur mémoire, leur capacité d'attention, tu sais, des questions comme est-ce que tu dois relire certaines des phrases qu'on est en train de te demander, tu sais. Fait que là, je viens comme faire un lien que probablement qu'il y a des gens qui cotent très haut dans ce questionnaire-là, c'est-à-dire ils ont une faible, en tout cas, on prédit moins qu'ils sont capables d'apprendre le type d'exercice complexe qu'on veut leur enseigner, que c'est probablement parce qu'ils ont certains de ces enjeux-là qui interagissent entre eux dans leur cerveau. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment fascinant. Comme si le questionnaire disait « Ah, il va y avoir une... » Mettons, on prédit plus faiblement que réellement s'il était capable de faire ces exercices de contrôle moteur. Non, ben en fait, j'ai pas ok. fait juste que Je cette pensais que c'était ça que tu analyse-là. disais, c'est pour Non, ça. mais en fait, ce que ça me met en lumière, c'est à quel point le questionnaire qu'on fait remplir, c'est le résultat de comme Tout ça. plein de choses chez cet être humain-là, tu sais. Tellement. Mais c'est vraiment intéressant parce que, tu sais,
mettons, on a un questionnaire de santé, puis tu sais, on demande des conditions médicales, mais même, on demande des trucs même comme la sensibilité à la lumière, sensibilité au son, tu sais, troubles gastro-intestinaux, anxiété, stress, puis tu sais, les gens qui cochent beaucoup de trucs dans leurs conditions médicales, souvent dans le questionnaire, il y a plein de choses qui ressortent. Puis tu sais, c'est des choses comme est-ce que j'ai des étourdissements? Est-ce que je dois souvent me faire répéter? Est-ce que j'ai de la misère à lire à voix haute? Est-ce que je mélange ma droite puis ma gauche? Est-ce que ça m'arrive souvent de trébucher? Est-ce que j'ai une bonne équilibre? Tu sais, plein de trucs qui mesurent bien des affaires différentes. Mais je trouve ça intéressant parce que puis c'est assez impressionnant. Là. Tu sais, les gens qui cotent comme s'ils sont pas capables d'apprendre, ils ont vraiment une capacité de coordination physique vraiment inférieure à la moyenne des gens qu'on rencontre. Fait que, tu sais, juste, mettons, les gens qui mélangent la droite puis la gauche. Ouais. Juliette. Tu sais, on leur fait, il y a un test très simple qu'on leur fait passer de coordination, puis c'est vraiment fascinant de voir ce que les gens ils font. Fait qu'on les fait fermer les yeux, puis on leur fait juste toucher le genou et la main opposée. Fait que, tu sais, ils doivent, les yeux fermés, construire dans leur cerveau la fonction motrice d'amener la main au genou opposé de façon comme rythmée, de façon pas saccadée. Puis des fois, les gens, ils se mettent à tourner sur eux-mêmes. Des fois, ils deviennent complètement désorientés. Fait que, ouais, c'est vraiment fascinant. Mais je trouve ça super intéressant parce que ça me fait penser à la présence attentive, comme tout ce qui est comme présence, perception corporelle, en fait, parce que, justement, dans la pratique de présence attentive ou dans la méditation de pleine conscience et tout ça, c'est beaucoup de ramener les gens comme dans leur corps. Ouais. Parce qu'on a tellement tendance à intellectualiser. Beaucoup. On est tellement dans notre tête que finalement, on peut comme perdre le contact, on dirait, avec justement ces perceptions-là qui sont plus corporelles, mais qui nous disent plein de choses. Exact. Puis ça, j'avais déjà eu cette lumière-là dans un autre podcast où on avait parlé un peu de présence attentive. Puis je serais pas surpris que les gens qui ont une meilleure capacité à être en présence attentive ou à le faire facilement, je serais pas surpris qu'il y ait une meilleure imagerie motrice. C'est-à-dire leur capacité à vraiment construire du mouvement dans leur tête. Tu sais, comme, mettons, je leur demande, ferme tes yeux puis essaie de visualise-toi en train de pencher et ramasser quelque chose. Mais il y en a qui sont pas capables de construire ce film-là dans leur cerveau, tu sais. Fait que c'est-tu des gens qui ont de la misère à se connecter avec eux-mêmes, tu sais, y a-tu un aspect de fonction sensorimotrice, justement, en lien avec les perceptions corporelles, même juste comme l'orientation dans l'espace, tu sais, c'est vraiment, ouais, fait que je serais pas surpris qu'il y ait ce lien-là. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est tellement intéressant parce que ça met ensemble plein de choses dont on a discuté aujourd'hui. Ouais. Mais tu connais-tu, en tout cas, tu iras checker là-dessus, tu connais pas-tu le trouble de coordination globale? La dyspraxie. Oui, ouais. Oui, c'est ça, mais exactement. Fait que, en tout cas, je pense que oui, il y a plein de choses qui sortent de là parce que moi, je trouve ça fantastique parce que, ben, pourquoi ça m'intéresse tant que ça, tous les troubles, c'est que, mettons, souvent qu'une personne qui a un TDAH, 75% de chance, en guillemets, qu'il y ait d'autres troubles associés. Puis souvent, là, tu as toutes les dyspraxies, dyslexie, les troubles d'apprentissage et tout, puis effectivement, que ça peut avoir un lien avec ton questionnaire. Ben oui, mais c'est clair. Mais tu sais, mettons un lien comme les gens qui ont un TDAH puis qui ont une commotion, ils récupèrent vraiment moins bien. Moins vite. Okay. Fait que tu sais, il y a comme des aspects en lien avec certains troubles de fonctionnement du cerveau qui ont un impact sur certaines blessures physiques qui ont un impact sur le cerveau. Tu sais, fait que je serais pas surpris de voir c'est quoi les liens entre ces recherches-là entre les commotions cérébrales, les AVC, tu sais, quelque chose qui affecte le cerveau, tu sais, même, je serais pas surpris, certaines démences ou, fait que, bref. Je pense qu'en psychologie, c'est une des critiques que moi j'ai, tu sais, on étudie beaucoup le cerveau, mais le corps est pas comme indépendant du cerveau, tu sais, tout ça, ça vit ensemble. Mais moi, c'est une critique que je fais à l'ensemble des professions. Les gens, on oublie vraiment les liens entre nos domaines. Là, c'est différents systèmes, finalement. Ouais, exactement. Comme quand j'avais fait l'épisode avec Jacques Forest sur la motivation, tu sais, j'avais vraiment comme cliquer sur mais voici pourquoi certains de mes patients ne font pas leurs exercices, ne sont pas motivés à faire les changements que j'essaie d'instaurer avec eux, tu sais. J'ai comme compris plein d'éléments. Puis ça a pris un aspect de science humaine, tu sais, psychologique pour comprendre ça, mais le cerveau tu sais, il sépare pas l'aspect physique de l'aspect mental, fait que Non, c'est ça exactement. Avant qu'on conclue, j'aimerais ça vous demander si vous aviez des points importants en tête en lien avec le sujet d'aujourd'hui qu'on n'a pas abordé. Tu sais, des trucs, des mythes importants qui vous tiennent à cœur. Pensez-vous qu'on a fait un bon tour d'horizon général sur la douance? Je
Je pense que oui. Je pense que je réitérerais que finalement la douance, la haute sensibilité et tout ce dont on a mentionné, c'est pas nécessairement un facteur de vulnérabilité. Donc, on peut apprendre à vivre avec ces différentes particularités-là, puis à être très heureux quand même là, avec ça. Fait que ce serait ton point, ton take-home message. Oui. Toi, Juliette, take-home message, quelque chose que tu veux que les gens retiennent? C'était tellement beau! Ouais. Je vais te dire la même chose. Écoute, je pense que tu me prends au dépourvu. Vraiment, moi, quand on me pose des take-home messages, ma tête, elle vient toute cafouillée. Là. Je pense que j'irai un peu dans le même sens. Un des trucs qui est très important en lien avec la douance, on en a beaucoup parlé de l'environnement. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très important à considérer quand on parlait effectivement du facteur de vulnérabilité. Donc, oui, théoriquement, qu'est-ce qu'on dit, c'est que la majorité des personnes douées vont bien. Mais même si tu n'as pas de troubles associés, mais qu'en raison de ton environnement, c'est pas adéquat, mais c'est sûr que toi aussi, tu peux vivre de la détresse qui découle de ça. Puis dans tous les cas, quand tu fais affaire à un professionnel de santé comme un psychologue, neuropsychologue, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est vraiment tout ça est pris en compte pour voir comment la douance... Comment tu vis cette douance-là? Parce que tu peux bien avoir plein de caractéristiques puis tout, mais c'est pas ce que tu es. Là. Tu sais, toi, tu es un individu en soi. Là. Très bonne conclusion. Je pense que c'est des bons messages clés. Avant de conclure, si les gens sont intéressés à avoir plus d'infos, vous êtes quand même bien impliqués dans le monde de la vulgarisation scientifique. Là, fait que il y a des bonnes ressources que vous pouvez leur donner. Fait que peut-être leur dire où ils peuvent vous retrouver en termes de plateformes à suivre comme information à avoir. Catherine en premier. Mais je pense que moi et Juliette, on va mentionner la plateforme de Vérité ou quoi. On a travaillé très fort là-dessus, surtout Juliette. Fait que ça, c'est sur Instagram, Vérité ou quoi. Exactement. Donc, puis il y a également un site Internet. Dans le fond, nous, on a fait avec Vérité ou quoi, on adresse plusieurs enjeux liés à la douance. Donc, si vous êtes intéressé par l'identification à la douance, on a un podcast là-dessus également qui peut se trouver sur YouTube. Même chose sur les stéréotypes de genre qui entourent l'intelligence, la double exceptionnalité, la vie professionnelle. Puis il y en a un autre. La santé mentale. La santé mentale, mais oui, qui a été réalisé par mon directeur de thèse. Écoute, nice. Là. Donc, il y a plusieurs ressources. Donc, c'est des invités qui nous parlent de tout ça. Donc, ils se retrouvent sur YouTube, notre site Internet ou la page Instagram, là, Vérité ou quoi. Good. Sinon, on fait aussi partie de l'Association québécoise pour la douance. Puis, dans ce contexte-là, on fait également de la vulgarisation scientifique. Donc, le site, c'est aqdouance.org. Il y a vraiment une mine d'informations là-dessus. Puis, sur Instagram, vous pouvez retrouver mes informations au douance.science. Et autre chose? Ça fait le tour? Bien, sachez que, dans le fond, de la prochaine édition de la revue de vulgarisation scientifique La Fibre, il va y avoir un article sur le sommeil et les personnes douées. Donc, les liens entre ça. Donc, ça va sortir en mai prochain, mai 2023. Puis ça, comment on a accès à ça? Science101.ca, puis il va y avoir La Fibre là-dessus. Excellent. Super. Ben, merci énormément pour cette super belle conversation. Puis, en espérant que vous avez appris un ou deux trucs sur la physio en même temps. Oui, les liens avec votre profession. Puis, au plaisir de se reparler. Peut-être, éventuellement, il va falloir faire d'autres podcasts puisque c'est un sujet qui semble évoluer encore. Fait qu'on va en apprendre davantage. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut.